Retour des sous-groupes. Welcome back everybody. On va attendre que tout le monde se connecte ou se déconnecte. Enfin, en tout cas, que nous nous retrouvions ensemble. J'en profite pour saluer quelques personnes, comme Anne. Bonjour. Anne, salut Anne. Anne, une fidèle en stage, une fidèle en webinaire. Salut, salut. Salut. Dernière partie de ce webinaire. Avant-dernière partie, puisque à la fin, on vous fera entendre ce conte qui a été écrit spécialement autour de la diversité humaine par notre ami poète David Vicaire. Et là, on va commencer tout simplement pour voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole et Alex. de parler? Vas-y, Catherine. Oui, juste revenir un peu sur ce qui était déjà mis dans le chat. Donc, je vois que Fabrice71 a dit il n'est pas signe de bonne santé mentale que d'être adapté à un monde malade. Temple Grandin et la violence animale, ça veut dire quoi? Temple Grandin, il y a un film qui est sorti il y a déjà quelques années sur une autiste Asperger qui a mis ses talents au service aux États-Unis de la souffrance animale, puisqu'elle avait ce talent de se connecter pour comprendre les bovins de manière à ce qu'ils soient plus stressés malgré les sacrifices qui étaient faits. Voilà. Et j'ai donné la référence pour dire que ça me semblait adapté au thème de ce soir. Voilà. Ok, donc c'est Temple Grandin. Hmm. Merci beaucoup, Fabrice. Des diagnostics, qui peut les faire, où on peut les faire, qui est-ce qui est habilité? Yes. Je réponds assez rapidement pour prendre soin du temps, mais dans la législation en fait française, il n'y a que des médecins qui peuvent poser des diagnostics officiels. Donc les médecins, ça peuvent être des médecins généralistes, ça peuvent être des neuro quelque chose. Par contre, au niveau des bilans, en fait, très souvent, alors encore une fois, ne prenez pas tout ce que je dis pour une vérité absolue, mais très souvent, ce sont des psychologues spécialisés qui sont les plus aptes à poser des bilans sur les neuroatypies, ensuite à faire valider par un médecin. En tout cas, c'est mon expérience et l'expérience que je connais de beaucoup de monde, mais il est aussi possible de passer directement les diagnostics par les médecins. C'est juste que souvent, ils sont un peu moins spécialisés sur le domaine. Voilà. Et après, il y a des centres aussi, donc il y a les centres, les CRA, centres ressources autisme, il y en a un par région, où là, on peut aussi faire poser les diagnostics. Et il y a aussi les centres gratuits comme les CMP, CMPP. Bon, moi, je ne conseille pas. Après, chacun est libre. Voilà, rapidement pour la réponse. L'étiquette d'hypersensibilité, plutôt commune à tous les neuroatypiques, ne serait-elle pas le signe d'une société d'ailleurs patriarcale? Je ne sais pas pourquoi comme ça, patriarcale, qui se protège de la sensibilité en général? Moi, je dirais oui et non. Alors, après, il y a vraiment... moi, en tout cas, dans mon expérience, je regarde juste mes deux filles. Les deux, elles sont sensibles, mais j'en ai une qui est hypersensible de base, même avant d'être dans une société de dingue, mais de dingue, et qu'une autre beaucoup moins sensible corporellement et compagnie. Donc, je pense qu'il y a quand même naturellement des gens qui sont vraiment plus sensibles avec leur sens que d'autres. Et effectivement, je rajoute que notre société qui se protège des sensibilités, qui se coupe, on se coupe. C'est la base de la violence et de la communication non violente, d'arrêter de se couper. Donc, je pense qu'il y a les deux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Audrey? ouais, bah, je te rejoins. Et il y a vraiment des raisons physiologiques à l'hypersensibilité. Donc, il y a vraiment des choses précises qui démontrent l'hypersensibilité. Et il faut savoir que dans les neuroatypies, on parle beaucoup de l'hypersensibilité, mais il y a aussi l'hyposensibilité. Et les deux sont au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a autant d'hypersensibles que d'hyposensibles chez les personnes neuroatypiques, mais on en parle moins parce que ça se voit moins. Voilà, on voit vite une personne hypersensible, mais on voit moins vite quand quelqu'un est hyposensible. Alors, si Voilà. c'est OK pour vous, on va passer vraiment en phase de questions-réponses, caméra, micro. Déjà, je me permets de donner la parole à Marion. Je veux bien prendre la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà ma question.
Quelles sont les limites, en fait, de la communication bienveillante dans le cadre enfin, comment dire? Auprès d'un enfant qui est diagnostiqué, au potentiel intellectuel? En fait, moi, on m'a, évoqué un bouquin, je ne sais plus la source exacte, qui, voilà, disait que c'était pas complètement adapté, notamment dans la question du choix auprès de l'enfant. Quand un enfant veut pas aller se laver, par exemple, typiquement, et que, pour certains enfants dans la communication bienveillante, on lui dit: «Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te doucher ou tu veux prendre un bain?» Ça peut fonctionner très bien. Moi, je vois avec mon fils, le choix, le faisait complètement, exploser. Ça fonctionnait pas du tout et quand la personne de mon entourage qui m'avait un petit peu alertée là-dessus, parce que je m'étais formée en communication bienveillante parent-enfant, m'avait dit, «Attention dans ce que je viens de dire dans ce bouquin, c'est pas du tout adapté» et bon, je m'en étais un petit peu rendu compte sur certaines choses. Voilà, je sais pas si vous avez plus d'informations, et d'éléments à nous apporter là-dessus, sur les limites auprès d'un enfant, HPI. Merci pour vos réponses en tout cas. Moi, j'ai envie de répondre. Après, Audrey peut répondre aussi. Moi, personnellement, ça dépend comment on comprend la communication non violente. Si on le comprend comme un outil, ça a des limites. Parce qu'un outil, c'est quelque chose qu'on maîtrise, comme une clé à molette, un verre. Et du coup, si j'ai abaissé une vitre avec une clé à molette, ça ne marche pas. Si je vois la CNV comme une approche de retrouver ma nature profonde et être connectée à mon être naturel, moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, la CNV, c'est ma spiritualité naturelle. Il y a zéro limite. Et du coup, la CNV, ce n'est pas des recettes toutes faites. C'est pas si on dit ça, il y a ça comme réponse. C'est d'être connecté à soi et connecté à l'humanité de l'autre. Et si je suis connectée à l'humanité de mon enfant, il y a quelque chose qui va arriver. Et le choix, c'est pas choisir entre deux choses. Pour moi, c'est un non-choix, proposer deux choses. C'est de limiter à deux options. C'est ma réponse. Comment c'est pour toi quand je te réponds comme ça? Micro. Ça y est. Ouais, je sais pas quoi en penser en fait. Enfin, heu, c'est différent de moi ce que j'ai pu voir en formation. Heu, mais enfin, pour l'avoir expérimenté, moi, ce que j'avais appris en formation, effectivement, il y a des choses qui fonctionnaient pas du tout. Mais c'était d'autant plus frustrant parce que ça marchait très bien avec notre fille. Mm. Donc ça, c'était positif. Mais avec notre fils, on voyait bien que c'était, c'était l'enfer, quoi, ça restait l'enfer. Et ça Mm. même, ça accroissait ses troubles, en fait, de comportement. Donc c'était quand même très, contrariant, très frustrant d'avoir, passé, faire 21 heures de formation en soirée, de quitter enfin de laisser mon conjoint tout seul alors que c'était difficile. Voilà, enfin tous ces efforts et puis c'est pas que 21 heures parce que c'est des bouquins derrière, c'est du temps, de recherche, personnelle et cetera. Hem et pour, moins de résultats que ce qu'on aurait espéré, quoi et même le contraire, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez, dépitant. Ouais. Deux humains différents. Si Marion, en tout cas. Et Merci. Et en fait, j'ai envie de terminer, voilà. Et du coup, je vois vraiment que tu es démunie parce qu'il y avait comme quelque chose qui s'était mis comme dans une culture avec ta fille et du coup, ça roulait, c'est fluide, c'était simple. Et là, il y a un nouvel être humain qui arrive qui est différent et pas pareil. Et là, c'est pas la même chose qui en résulte et c'est difficile et tu as donné beaucoup d'énergie pour essayer de comprendre, de te relier et là, c'était plus compliqué. Ouais, mon fils, c'est l'aîné, hein, avec qui on a des difficultés. Ok. Mais Ok. enfin, peu importe, de toute façon. Heu, mais oui, oui, c'était très, très, très frustrant, quoi. Mmh. Mais voilà, moi, ma réponse, c'est vraiment la CNV, c'est pas de la CNV de bouche. La communication, c'est 7% des mots.
et 83% de la connexion intérieure et de la connexion subtile. Et du coup, vraiment, l'invitation, c'est d'être connecté à ton humanité, l'humanité de l'autre, et ce qui sort de la bouche, c'est pas... Voilà, Pour autant, j'ai pas lâché puisque je suis là ce soir. génial. Peut-être qu'Audrey, tu as quelque chose à ajouter Merci. sur ce que tu viens d'entendre. Bah, je rejoins complètement ce que vient de partager Catherine, hein, parce que pour moi, le CNV, c'est pas un outil, hein, c'est pas, je suis pas en attente de résultats, en tout cas, avec. Euh, et en même temps, j'entends, Marion, voilà, ta difficulté et à quel point, j'imagine, tu aimerais que ce soit plus fluide, en fait. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'avec ma fille, qui est HPI, les choses sont bien plus fluides depuis que je lui laisse effectivement le choix complet. Voilà. Après, ça, c'est mon choix à moi éducatif. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, ni que c'est la bonne chose. Mais en tout cas, on a une belle relation et c'est ça qui m'importe le plus. Merci Audrey. Écoutez, on a Rita qui a levé la main et Clémence. Donc Rita, si tu veux bien, et si tu as une caméra, ce serait top, mais sinon c'est OK comme ça. On t'écoute. Oui, bonsoir. Excuse-moi, je peux pas utiliser ma caméra parce que la connexion est très basse chez nous là au Liban, surtout qu'il pleut. Donc, je préfère être connectée sans la caméra. Est-ce que ça vous va? Super, vas-y, Oui, vas-y. Bonjour, Merci. Alors, bonjour Rita. Excuse-moi, je t'interromps, mais je voulais te dire bonjour. oui, bonjour. Moi aussi, mais voilà. Euh, alors, ma question, c'est, voilà, je me suis perdue. Oui, c'est lié, quelle est la marge entre la différence culturelle et le neurotypie? Je me pose la question parce que, par exemple, moi, personnellement, quand j'ai commencé à aller en France pour prendre ces stages de CNV et tout ça, dans pas mal de fois, je me disais, ah voilà, je suis très différente de cette culture-là. Et je croyais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, j'ai découvert que c'est la différence de la culture et non pas la personne. Des personnes, par exemple, qu'on voit, peut-être ils sont un peu réservés, un peu distanciés, c'est ça, mais on remarque plus tard que voilà, c'est leur culture. Et donc, c'est quoi la marge là? Ça, c'est un. Et deux, est-ce qu'il y a des sociétés qui sont considérées euh, neurotypiques par rapport à d'autres sociétés? Je ne sais pas si ma question est claire parce que j'essaie de traduire de l'arabe vers le français ma question. Mais je me suis toujours posé ces questions, surtout parce que je travaille dans le domaine interreligieux, interculturel. Et il y a pas mal de gens qui disent, ah voilà, ils sont tels ou bien ils sont tels d'une communauté. C'est comme si les normes sont liées à une communauté, à une société. Chez nous, par exemple, en Orient, il y a pas mal de gens qui disent, ah voilà, les normes, c'est l'Occident, alors que la normale, c'est chez nous. Et il faut s'adapter à ces normes en Occident pour être accepté et tout ça. Donc, c'est une réflexion. C'est pas encore une question bien claire, mais c'est une réflexion que je me pose. J'aimerais bien avoir votre feedback, votre réaction, votre réponse, Hmm. si c'est clair tout d'abord. Ouais, je veux bien te répondre. Merci Rita pour cette question que je trouve très pertinente. Et c'est pour ça que je partageais justement tout à l'heure que lors de mes voyages, il y a des lieux en fait où moi, en tout cas, je me suis sentie, comment dire, je me suis plus permise d'être authentique parce que je me suis sentie mieux dans cet environnement-là. Effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui se joue à l'endroit des codes sociaux et des normes de la société dans laquelle on vit. Euh, et en même temps, il n'y a pas que ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a ce bout-là, qui est du coup systémique, hein, du système dans lequel on vit, et il y a aussi quand même un bout plus personnel, qui est cette histoire de traitement des informations, qui est qu'on ne traite pas tous les informations de la même manière, et qui, ça, peu importe la culture, c'est quelque chose qui est de l'ordre de mon corps, de votre corps, de nos corps, et qui là est personnel. Et
ce que moi je me raconte, en tout cas, c'est qu'en fonction de la manière dont mon corps traite les informations, excusez-moi, je bafouille un peu parce que je fatigue, eh ben, la société dans laquelle je vis va être plus ou moins facile pour moi, en fonction des codes qu'il y a dans cette société. Voilà, voilà ce que moi je peux répondre. Est-ce Hmm. que toi, tu veux Moi, rajouter un truc, Kat? ouais. Oui, plus sois sur ce que Audrey a dit. On peut faire 10 jours là sur cette question. Euh, Très intéressante. Je vais parler de deux choses. Donc, juste parler de moi. Quand j'étais au Québec, je me suis toujours sentie comme un extraterrestre. Mon cerveau ne fonctionnait Mm. pas pareil. Et pendant des années, quand j'étais en France, c'était beaucoup plus simple de dire ouais, c'est parce que je suis québécoise. Et les autres me renvoyaient ouais, mais c'est parce que tu es québécoise. Mais en fait, non. Il y a ça aussi, mais c'est pas que ça. Donc, ça, c'est un premier point que j'avais envie de. Du coup, c'était chouette de dire bah, c'est. Voilà, il y avait une explication plus simple. Euh, Ça arrangeait pas les choses, ça cachait, ça rendrait plus calme, je dirais. Ensuite, est-ce qu'il y aurait des sociétés? Je ne suis pas sociologue, anthropologue et spécialiste et savante, et je ne connais pas le monde entier, mais j'ai un peu fait le tour du monde. Et moi, ce que je vois, les sociétés animistes, moi je me considère animiste et pas chrétienne ou monothéiste. En tout cas, je parlais des nations au Québec de langue algonquine. C'est une famille. Il y a les Algonquins, les Inuits, les Inueman et d'autres qui sont matriarcales. Et le propre de ces sociétés-là n'était pas le fils du guerrier était guerrier, la fille de la femme médecine était femme médecine. C'était vraiment, on observait l'enfant et on le laissait libre et on ne lui donnait pas un choix entre deux choses, on le laissait libre d'être et on pouvait voir son talent et on l'aidait à déployer son talent. Et donc, du coup, il n'y a pas de cerveau atypique puisque chacun avait sa juste place et son talent. Donc, ce n'était pas difficile de comprendre le monde puisqu'il avait sa place et il apportait sa richesse. Et comme dit Audrey, la neuroatypie vient qu'il y aurait une norme et on apprend comme ça et on doit aller là. Et si tu es dans une famille d'élite, tu vas faire des grandes écoles, tu vas faire ça. Si tu es dans une famille d'agriculteurs, tu vas faire ça. Ben non, parce que en fait, c'est pas si simple que ça. Et donc, du coup, c'est là j'allais dire un gros mot. Voilà, oui, c'est compliqué. Ensuite, effectivement, une autre question qui me touche, mais voilà, on vit dans un monde aujourd'hui qui est le résultat de 500 ans de colonialisme par l'Europe dans le monde entier, et l'Occident a régi une norme et a créé une monoculture des esprits à partir d'une norme, celle qu'on connaît, le cartésien, le cerveau, voilà, qui est coupé de ses émotions, qui est coupé de ce sens, je dirais, instinctif et de ses tripes. Voilà. Et donc, du coup, quand on vit dans un autre monde, et là, je ne sais pas parce que moi, j'ai appris à écrire comme on écrit en Occident, mais j'imagine quand on écrit en Orient dans l'autre sens et qu'on apprend une autre langue et que la norme elle vient d'un monde qui n'a pas utilisé les mêmes codes, ça amplifie le truc. Donc, si on est neuroatypique et on vient d'un autre endroit où on a activé d'autres endroits dans le cerveau, c'est assez, ça double et ça synergise le malaise, je dirais. Et donc, moi, je suis née en Occident quand même, et je peux te dire, dans les formations de CNV typiques, je me suis toujours pas sentie à ma place. J'ai confronté le truc, j'ai eu le tampon. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu un tampon. Je suis fière, mais ça a été très difficile. Est-ce que ça répond bien à ta question? Ah oui, mais merci, j'ai eu même plus qu'une réponse. J'ai eu peut-être 2 ou 3 dimensions de réponse. Et donc, voilà, j'ai plus de clarté, j'ai plus de tranquillité même. Ouais. Mm. Et Merci. pour dire un peu juste ce qu'a dit Audrey, moi je vais régulièrement en Asie. Pour moi, c'est vraiment un endroit où je me repose. Quand j'arrive là-bas, j'ai l'impression que mon cerveau prend sa place. Ah! Et vraiment, c'est direct, c'est presque automatique. Je dis, je suis chez moi, pas culturellement, dans mon cerveau.
Samedi, tu seras chez toi, Catherine. Yes. Samedi, on atterrit à Kuala Lumpur. Bon, alors il nous reste peu de temps. Et j'ai encore Clémence d'une part, Sydney et Malou d'autre part, qui ont levé la main. Donc si vous voulez bien, Clémence, si tu veux bien ouvrir ton micro et nous partager ce que tu as à partager, ce serait sympa. Oui, c'était un peu, enfin, c'est une question et une réaction à la première question. Moi, je sais que la CNV, j'ai besoin en tant qu'atypique de comprendre que j'ai des besoins et des sentiments mêlés. Et que, en fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est quand on me dit, bah, ton besoin, c'est ça. Donc, je suis contente d'être accompagnée, mais j'ai besoin qu'on comprenne que j'ai plusieurs besoins et plusieurs sentiments mêlés. Et ce qui m'a été le plus secourable, c'est la médiation des parts de soi, par exemple. Et du coup, de là découle ma question, est-ce qu'il y a une façon de faire de la CNV qui serait neuroatypique? Et est-ce que les neuroatypiques, parce que on m'a dit ça, seraient plus intéressés par la CNV que les neurotypiques? Je ne sais pas s'il y en a plus ou moins qui sont intéressés. J'ai envie de faire une petite réponse chacal, je peux? En tout cas, moi, je suis une formatrice chacal. Il y a surtout beaucoup de monde qui ont les moyens intellectuels et financiers, déjà, d'une part. Donc, je ne sais pas compter les neuroatypiques ou pas. Par contre, je pense que chaque formateur, formatrice a sa manière. Je pense que ceux qui viennent dans mes formations, qui sont neuroatypiques, c'est un peu facile parce que je suis très one again et voilà. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui sont neuroatypiques, qui sont tranquilles dans mes formations, mais je suis pas meilleure que les autres. Et donc, je ne saurais pas répondre en fait, parce qu'on est tellement différents, chaque formateur, formatrice. Mais il y a un endroit qui m'a choquée quand tu as parlé, c'est quand les gens me disent tu as ce besoin, c'est la base du rock and roll qu'on ne fait pas ça. On ne dit pas tu as ce besoin. On propose éventuellement, mais on ne sait pas la place, c'est la base. On ne sait jamais la place de l'autre, ce qui est en train de vivre. Et l'empathie, c'est certainement pas d'aller à la pêche aux besoins, c'est la présence d'humain à humain, point. Et ouvrir sa boîte à camembert, c'est le minimum possible pour moi. Que trop ouvrir la boîte à camembert, ça sent pas tellement bon. Et du coup, je ne sais pas pour l'autre. C'est la base. L'empathie, je ne sais pas pour l'autre. Et la seule chose que je suis certaine, c'est que la personne sait tellement bien ce qui se passe à l'intérieur d'elle et elle va atteindre à son rythme. Et c'est juste tout parfait et tout juste. Et il y a une autre question que j'ai envie de te demander. Qu'est-ce que tu veux dire dans tes sentiments mêlés? C'est tu veux dire quand on dit abandonner tout ça, c'est ça? Non, je peux être triste et joyeuse en même temps pour le même événement, en fait. Ah Et oui. enfin, des fois, j'ai presque 3 ou 4 parts de moi. Et du coup, enfin, l'invitation que j'avais, par exemple, de la part de certains formateurs ou de certaines personnes qui m'accompagnaient, c'est focalise-toi sur un sentiment. C'est-à-dire, traite un sentiment à la fois. Et en fait, moi, j'y arrive pas parce que je suis habitée par tout ça au même moment, de la même intensité, en fait. Voilà. Donc, Bah oui, c'est parce pas que tu es toujours juste simple. Voilà. et tous les humains et humaines qui sont connectés vivent des sentiments à une vitesse vertigineuse qui bouge tout le temps en permanence. C'est la base de l'émotion. L'émotion, elle est impermanente et elle fluctue à des vitesses plus ou moins. Donc oui, je ne sais pas quoi te répondre, mais en fait pour moi c'est juste évident. Et je suis surprise qu'on puisse dire focus sur un sentiment, puisqu'à chaque instant ça change. Moi c'est plutôt regarder. Et là c'est encore différent. Et là c'est encore différent. Est-ce C'est qu'on peut voir, l'impermanence, la permanence de l'impermanence totale, les émotions, les sentiments. Du coup, je connaissant ne bien sais pas quoi te Catherine, répondre, mais je suis juste hallucinée. Voilà. connaissant bien Catherine, ce sujet est un vaste sujet, mais j'aimerais bien avoir un peu l'avis de Audrey et j'aimerais Yes. bien qu'on prenne encore quelques instants pour Sydney et Malou, qui seront les dernières avec qui on pourra interagir. S'il te plaît. Oui. Alors moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est sur l'axe CNV et neuroatypie.
Et j'ai surtout envie de parler de moi parce que je ne sais pas pour les autres, je ne peux savoir que pour moi, comme disait Catherine. Moi, en tout cas, la CNV, c'est dès les premiers jours de formation, j'ai senti que là, il y avait la clé de toutes mes recherches depuis mon arrivée sur Terre. C'est-à-dire mais comment ça fonctionne l'être humain? Je ne comprends rien à ce monde, je ne comprends rien aux gens, je ne comprends rien à rien. Et la CNV m'a vraiment donné un mode d'emploi. C'est vraiment comme ça que moi je le vis, que je le ressens. C'est comme quand tu achètes une machine et que tu comprends rien comment elle marche, tu prends le mode d'emploi, ah purée, ça y est, j'ai compris. Pourquoi ceci, pourquoi cela, comment moi je fonctionne, comment les autres peuvent éventuellement fonctionner. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est très difficile pour, alors pas pour tous les neuroatypiques, encore une fois, hein, il n'y a pas de généralité, c'est un spectre. Euh, mais en général, il y a des difficultés de compréhension du fonctionnement, en fait. Et la CNV est hyper soutenante pour ça. Voilà ce que je peux répondre par rapport à la CNV et les neuroatypies. Clémence, est-ce que ça t'a un peu nourri, même si on ne peut pas rester trop longtemps, parce que j'aimerais vraiment qu'on passe à Sydney et Malou. Oui, ça, merci. Merci pour vos réponses. Bon, c'est cool. Je te remercie aussi. Nous te remercions. Du coup, Sydney et Malou, alors, je sais pas, l'une, l'autre, les deux, mettez le micro, on vous écoute. Bonsoir, bonsoir. Nous, on avait envie de faire une petite demande à la Lune pour finir ce cercle. On est en Dordogne, on travaille depuis 6 mois à la création d'un collège alternatif qui prendrait la suite de l'école des Girafons, qui est une école primaire qui est aussi sur ce territoire, pour réfléchir à une continuité. Et on se disait que ça pourrait être chouette peut-être de profiter de cette visibilité ce soir pour dire que s'il y a des personnes qui pourraient se sentir touchées, appelées, qui justement pourraient être avec des parcours de profs et CNV ou parents d'élèves qui sont intéressés par cette démarche, et voilà, nous on est en plein dans ce tricotage, ce levain là depuis un moment. Et voilà, on a trouvé a priori un très beau lieu qui pourrait nous accueillir à partir de septembre l'année prochaine. Et voilà, si vous-même ou si des gens dans votre réseau pourraient être des profs qui cumulent ou qui cherchent ou qui auraient envie de réfléchir avec nous ou de venir, ou pourquoi pas d'être prof, avec comment c'est être avec des élèves avant d'être avec une matière plus froide. Nous, on serait ravis d'échanger avec vous. Donc, on va mettre dans la petite liste d'infos à côté une adresse mail si vous avez envie de nous contacter. Et puis, voilà, on serait ravis d'utiliser cette possibilité de faire réseau. Et merci beaucoup pour On le cette mettra, soirée. on le mettra, si tu veux, le lien dans le mail de feedback du webinaire, pour Ok. que les gens puissent aller voir. Voilà. Super. La Dordogne, Merci. tu connais? Audrey, tu connais la Dordogne? Eh ben oui, je suis pas loin. Moi, je suis dans le Lot limitrophe. Je suis vraiment collée. Je suis à 5 km de la Dordogne. Ah, Donc, très contente de vous entendre, les filles. Bon, Bon, moi, je parlais dans le vide, mais j'ai pas 100% compris c'est quoi la demande, la proposition, mais et on n'a peut-être pas le temps, mais tu demandes s'il y a des profs qui viendraient à temps plein ou des gens qui peuvent faire des sauts, vous soutenir, je comprends pas trop, mais ouais. peut-être que vous pourriez formuler quelque chose qu'on passe. Ok, ça marche. Ouais. En tout Oui. cas, oui, c'est des personnes touchées par cette envie, possiblement des profs, possiblement des parents d'élèves, possiblement des gens qui auraient envie de réfléchir avec nous, de nous rencontrer. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous. Il est 21h45 et Wow. on aime bien respecter nos temps. Et on sait que c'est trop court et on sait que ça pourrait durer plus longtemps. Donc, j'ai envie de vous dire à tous un énorme merci, un grand merci. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à rester 7 minutes de plus pour entendre un poème qui a été composé. Catherine, tu peux en dire 2 mots? Tu l'avais dit au début, mais je voudrais bien que tu en dises 2 mots là-dessus. Donc, David,
C'est un être, à mon humble avis, dans mon top 10 d'êtres humains alignés et solaires. C'est un boulanger intergalactique qui est poète aussi. Et il s'est mis petit à petit à créer des textes, des poèmes pour les gens. Et il demande de donner 1, 2, 3, 4 mots maximum. Et à partir de ça, il se connecte à plus grand et il Il écrit. va le dire. Voilà. Donc, je vous laisse écouter ceux qui ont envie. Et puis c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'aurais aimé être là, présent avec vous, mais ce n'est pas possible. Du coup, je vous laisse ma voix et l'histoire que Catherine et Alex m'ont commandée pour ce webinaire, pour créer un espace poétique. Voici les mots-clés qu'ils m'ont donnés, avec lesquels j'ai écrit une histoire. Les mots-clés sont beauté, monde et diversité. À pas de géant. À pas de géant, car c'est un géant. Combien de fois déjà a-t-il parcouru les rues terrestres, ces sentiers, ces chemins, ces montagnes, ces vallées? Il est précautionneux dans sa marche. Il ne se hâte pas, jamais. Il regarde toujours où il pose ses pieds, car il a trop peur. Peur d'abîmer ce qui est là, ce qui sort de la terre. Il ne détruit rien dans sa promenade autour du monde. Dans son baluchon, il a suffisamment de curiosité et de bonté pour passer partout. Et partout, pourtant, il passe inaperçu. Le géant qu'il est demeure invisible au regard des habitants. Parfois, il se dit que ce n'est pas si mal d'être invisible. Et parfois, il aimerait être vu pour pouvoir échanger quelques mots, ou quelques sourires, quelques regards, juste une présence. Mais c'est ainsi. C'est aussi un collectionneur de souvenirs. Mais pas n'importe quel souvenir. Il a dans la malle de sa mémoire les souvenirs de toutes les beautés qui parsèment les lieux, les endroits qu'il a traversés. Et il a beau y revenir, les traverser encore, rien n'est jamais pareil. Il a un attrait et une sensibilité toute particulière pour les fleurs. La beauté qu'elle distille dans son regard suffit à le nourrir. Il en respire les parfums, il en hume les couleurs, il en savoure les textures, mais jamais il ne les arrache. Il se penche, en faisant bien attention de ne rien abîmer avec son corps de titan. Parfois, des fleurs sont tellement belles qu'elles le font pleurer. Pas de tristesse, non, mais de vie. Il pleure car il reçoit de plein fouet le cadeau de cette vie. Et bien souvent, cela arrive lorsque dans le bitume fissuré, il voit apparaître l'une d'entre elles, fière et pourtant si humble, droite et pourtant si fragile. Puis il repart dans le vaste monde, en quête d'une autre fleur, d'un champ de coquelicots, d'une prairie de pâquerettes, d'un tapis d'orchidées ou d'un buisson de roses. Mais ce matin-là, il arrive dans un petit village, adossé à une montagne. À pas de loup géant, il s'avance, sans être remarqué, lorsque soudain, il voit une vieille femme affairée dans son jardin. En réalité, dans un petit coin de paradis. Le géant est subjugué par ce qu'il voit. Toutes les fleurs qu'il a croisées, aimées, sont là, réunies, déployant leurs essences et leur beauté au milieu les unes des autres. Des arbres fruitiers apportent l'ombre nécessaire à celles qui en ont besoin. C'est si beau. Bonjour, dit-elle. Mais à qui parle-t-elle? Se demande-t-il. Eh bien, à vous. Voyez-vous quelqu'un d'autre ici? Quoi? Vous me voyez? Mais oui, bien évidemment que je vous vois. Il n'en revenait pas. Jamais personne ne l'avait vu. Jamais personne ne lui avait donc adressé la parole.
Comment pouvaient-elles le voir? Ce sont elles qui m'apprennent à voir, à regarder autrement, à écouter autrement. Chaque fleur est unique, chaque fleur a sa particularité, sa beauté, son histoire. Aucune ne raconte les mêmes mystères. Elles m'ont appris à ouvrir ma perception, à laisser mes préférences. Mais ceci n'explique pas comment vous parvenez à me voir. À m'entendre, s'étonna le géant. C'est parce que je sais maintenant que mon point de vie n'est qu'un point de vue. Ma vision n'est que ma vision. Mais il y en a une infinité, partout, tout le temps. Et ce qui nous relie, c'est l'expérience même de cette vie. Que nous prenions la forme d'une fleur, d'une pierre, d'un arbre ou d'un corps humain. Je crois que je vous vois, car je ne m'attends pas à voir ceci ou cela. Chaque instant est neuf, et mon regard porté sur le monde peut l'être aussi. Estomaqué, stupéfait, le géant invisible pour un temps ne l'était plus. Ils restèrent là, à contempler en silence ce jardin luxuriant, foisonnant de diversité. C'était beau. Puis il reprit sa route. Le lendemain, en plus des fleurs, pour la première fois de sa vie de géant, il vit autrement d'autres habitants de la terre, les humains, ces femmes et ces hommes qu'il voyait sous un jour nouveau. Chacun d'entre eux distillait lui aussi sa saveur, son parfum, sa beauté, à sa façon, avec ses possibilités et ses impossibilités. En réalité, le géant avait toujours préféré la compagnie des fleurs, et s'était donc éloigné des humains, sans même s'en rendre compte, les laissant loin de sa conscience, de sa présence. Au fil des jours, plus il regardait l'autre comme une fleur, capable de s'ouvrir, de se fermer, de porter des fruits, des semences, de porter haut et loin ses couleurs, avec humilité et douceur, plus son corps devint visible. Comme les fleurs, il perçut qu'aucun humain n'était semblable à un autre. L'endroit où il avait pu plonger ses racines lui donnait une autre saveur, un autre goût pour la vie et les choses. Comme les fleurs, il perçut à quel point les humains fleurs sont fragiles, soufflés eux aussi par les vents, arrachés eux aussi par le manque de présence, de soins et d'amour. À pas de géant, il parcourt les rues du monde, s'arrêtant ici ou là, pour ensemencer la beauté du monde de sa diversité. Et en faisant cela, il invite toutes celles et ceux qu'il croise à être fiers d'ensemencer eux aussi la beauté du monde de leur diversité. Eh bien, David n'est pas là, mais je dis merci David, et je vous dis merci à tous